La France sort à peine d'une guerre civile. La Fronde a ravagé le royaume, affaibli le pouvoir royal et dressé les grands contre la couronne. Mais en 1658, tout a changé. Mazarin a repris la main, Louis XIV s'affirme peu à peu, et la monarchie entend tourner la page du désordre intérieur. C'est désormais vers l'extérieur que se tourne la guerre. Depuis près de 20 ans, la France affronte l'Espagne dans un conflit sans fin, hérité de la guerre de 30 ans. Le champ de bataille s'est déplacé vers le nord, sur les rivages de Flandre, où se joue une partie décisive. C'est là, sur les plages battues par les vents de Dunkerque, que Turenne s'apprête à frapper un grand coup. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement la victoire. Il s'agit d'imposer définitivement la monarchie française comme la première puissance d'Europe. À la conquête de l'histoire. Et si pour Noël vous offriez une partie de l'histoire de France ? C'est possible avec notre partenaire du jour, les éditions Phénix. Les éditions Phénix se sont donné une mission, faire redécouvrir la grandeur de notre passé à travers des œuvres littéraires d'exception. Leur objectif est simple et ambitieux, reconstruire un socle de connaissances historiques solides pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Leur catalogue couvre toutes les grandes périodes de notre histoire, de la Gaule de Vercingétorix à l'épopée napoléonienne en passant par la Révolution française et le siècle de Louis XIV. Vous y retrouverez des titres incontournables, comme l'Histoire de France et Napoléon de Jacques Bainville proposés en version collector. Couverture cartonnée, dorure, embossage double, plus de 20 illustrations et pages de garde personnalisées. Un vrai beau livre fabriqué entièrement en France, parfait à offrir ou à s'offrir. Vous ferez en plus de cela une bonne action, car les éditions Phénix s'engagent pour le patrimoine national en reversant une partie des bénéfices à la Fondation du patrimoine, qui œuvre à la restauration et à la transmission de nos trésors historiques. Et en ce moment, pour les fêtes, tous les livres à 35 €, les éditions collector à 60 € et la livraison mondiale relais à 1 centime. Découvrez tout cela sur édition-phénix.fr. Louis XIV hérite du cardinal Mazarin et de sa mère, Anne d'Autriche, un principe fondamental de gouvernement, paraître pour exister. Parmi toutes les qualités de Mazarin, sa capacité de travail, ses talents diplomatiques, son sens du compromis et sa patience, c'est son goût pour la mise en scène et la pompe qui influencent particulièrement le jeune roi. Cette passion du spectacle, enracinée dans l'héritage romain du cardinal et dans les souvenirs madrilènes de la reine-mère, devient une stratégie essentielle pour consolider le pouvoir monarchique après les troubles de la Fronde. La gestion de la communication représente un besoin vital pour la monarchie qui doit s'imposer face à la dérive des groupes sociaux. Si Mazarin n'invente pas la propagande politique, Richelieu avant lui avait déjà développé un art consommé de la persuasion à travers la Gazette de Renaudot et les écrivains pensionnés, il la recentre sur la personne du jeune roi pour restaurer l'autorité ébranlée. Après les années noires qui ont failli précipiter l'État dans le chaos, il devient impératif de réaffirmer avec éclat la puissance retrouvée de la monarchie dans tous les domaines artistiques. Le Louvre devient le théâtre de cette stratégie. Les architectes, Lemercier puis Levaux, aménagent les appartements royaux dans un programme décoratif qui glorifie le prince et symbolise le triomphe de la souveraineté sur les ténèbres. Partout s'affirment des allégories montrant l'instauration du règne de la justice et de la clémence, tandis que dans l'appartement des bains d'Anne d'Autriche, le thème mythologique de Junon fait allusion aux troubles récents. Junon répandant ses bienfaits, mais aussi foudroyant Troie. Mazarin et Anne enseignent au roi que la distance qui le sépare de ses sujets lui impose de se donner en spectacle. Le 4 juillet 1653, anniversaire du massacre de l'Hôtel de Ville,
Louis XIV assiste à une représentation du Cid dans la grande salle municipale, puis inaugure une statue le représentant en César foulant aux pieds la rébellion. Dans une société où l'analphabétisme touche environ 80% de la population, l'image l'emporte sur l'écrit, le spectacle sur le discours. Le sacre de Reims, le 7 juin 1654, constitue l'apothéose de cette politique du spectacle. Retardée par les menaces des troupes hispano-condéennes sur la Champagne, cette cérémonie doit contribuer à stabiliser la monarchie et à consacrer le mariage mystique entre Louis et la France. 11 ans après son avènement et près de 3 ans après sa majorité, il est temps de procéder à cet antique rituel à forte valeur symbolique. La cathédrale des Sacres est somptueusement décorée de tapisseries couvrant murs et piliers. À 6 heures du matin commence le rituel du prince dormant. Les évêques pairs de Beauvais et de Châlons se rendent en procession au palais archiépiscopal. Par 3 fois, ils demandent le roi, et à la 3e, les portes s'ouvrent sur Louis XIV, vêtu d'une longue robe de toile d'argent, d'une tunique de satin rouge galonnée d'or et d'une chemise de toile de Hollande. Un fastueux cortège accompagne le souverain à la cathédrale. Grands dignitaires, héros des provinces, musique royale et garde. La sainte ampoule, apportée par le prieur de l'église Saint-Rémy, est placée sur l'autel principal à côté des insignes royaux. Louis prononce les serments traditionnels en latin, maintenir les privilèges de l'Église, conserver la foi catholique, rendre justice parfaite à ses sujets et exterminer les hérétiques. Après avoir été chaussé de bottines de velours et avoir reçu les éperons d'or, il baise l'épée de Charlemagne. Commencent alors les onctions sacrées sur 7 parties de son corps. Revêtu d'un manteau royal de velours violet semé de lys d'or, il reçoit l'anneau, symbole du mariage indissoluble entre le roi et son royaume, puis le sceptre et la main de justice. La couronne de Charlemagne est posée sur sa tête, soutenue symboliquement par les pairs de France, symbolisant l'union de la noblesse autour du monarque. Siégeant en majesté, Louis reçut le baiser et l'hommage des grands. « Vivat rex in aeternum » s'écria l'évêque de Soissons. La foule répond « Vive le roi !» tandis que des centaines d'oiseaux sont lâchés dans la cathédrale. Après le Te Deum et 3 salves de mousqueterie, les héros d'armes jetaient à la foule des piécettes d'or et d'argent représentant l'image du roi et de la sainte ampoule. Vient le moment de la grand-messe. Le roi se confesse, il communie, puis traverse la nef sous les acclamations de la foule. Les témoins sont frappés par le recueillement et l'émotion du jeune homme de 15 ans, malgré une cérémonie qui dure plus de 6 heures. Lorsqu'on lui conseille de bien maintenir la lourde couronne sur sa tête, il répond qu'elle tient bien et qu'avec l'aide de Dieu, elle ne lui tombera jamais. Les jours suivants sont consacrés à d'autres rituels. La cavalcade jusqu'à l'église Saint-Rémy, la réception des insignes de grand maître de l'ordre du Saint-Esprit et la cérémonie des écrouelles, où le roi, en vertu de son pouvoir thaumaturgique, est censé guérir les malades par son toucher. Le roi te touche, Dieu te guérit. Cette puissance divine reçue de l'onction sainte, Louis XIV ne l'oubliera jamais durant son long règne. Le sacre de Louis XIV en 1654 marque une évolution significative dans la tradition monarchique française. Ce rituel ancestral subit des modifications importantes qui traduisent les changements politiques de l'époque. L'antique cérémonial prévoyait la participation de 12 pairs du royaume, 6 ecclésiastiques et 6 laïcs. Si pour les premiers, quelques substitutions bénignes suffisent à combler les sièges vacants, la situation des pairs laïcs pose davantage problème. Ces grands fiefs féodaux ayant disparu, on recourt à des figurants de fortune en l'absence de personnages de la famille royale indisponibles, Gaston d'Orléans restant en exil, et Condé combattant dans les rangs ennemis. Plus révélatrice encore est l'éviction soigneuse du peuple. Tenu à l'extérieur de la cathédrale pendant la cérémonie, il n'est admis qu'après l'intronisation du souverain. Le silence approbateur remplace désormais l'ancien cri d'acquiescement « Laudamus volumus fiat » des premiers âges capétiens.
la monarchie efface délibérément toute réminiscence de l'élection par acclamation populaire. On ne demande plus au sujet d'approuver, mais simplement d'admirer. Une inversion du sens religieux s'est également produite. Si autrefois le sacre soumettait le pouvoir royal au contrôle ecclésiastique, le temporel au spirituel, le XVIe siècle voit cette relation se transformer. Ironiquement, les théories protestantes sur le respect de la puissance temporelle des gouvernants, émancipés de la tutelle pontificale, devient l'une des sources de la théorie du droit divin. Comme le note l'historien britannique Figgis, sans Luther, pas de Louis XIV. Sous Louis XIV, la sacralisation du pouvoir accroît la puissance de l'État plutôt que celle de l'Église. Le sacre ne confère pas la royauté, transmise dès la mort du précédent souverain, mais la rend plus auguste, plus inviolable et plus sainte, comme le dit Louis XIV dans ses mémoires. En s'arrimant directement au ciel, le pouvoir se place hors de portée des groupes sociaux. Louis Dieudonné n'est plus seulement le premier gentilhomme du royaume, mais loin du Seigneur. C'est moins le roi thaumaturge qui s'impose, mais plutôt le lieutenant de Dieu sur la terre. Cette sacralisation de l'autorité légitime fut l'un des plus puissants moyens de cohésion sociale que le pouvoir eut jamais entre ses mains. Être quasi divin investi par Dieu pour régner en maître absolu sur son peuple, le prince attendait de ses sujets soumission et adulation. Par le sacre, il devenait le maître des âmes de son royaume. Parallèlement au sacre, Mazarin exploite d'autres formes de spectacle pour renforcer l'autorité royale, notamment le ballet de cour. Peu amateur de ce genre composite venu de la Renaissance française, le cardinal cède pourtant au goût du public et de la noblesse. Son génie est de transférer cet engouement en instrument politique pour asservir une noblesse encore remuante. Avec Louis, splendide danseur comme instrument consentant. Le ballet de la nuit donné en 1653 illustre parfaitement cette stratégie. À travers ses 43 entrées, ce spectacle se termine par l'apparition de Louis en soleil dissipant les ténèbres. En 1655, le ballet des plaisirs présente le roi en génie de la danse, entouré de ses courtisans. La danse devient métaphore du gouvernement. Se singulariser par des faux pas équivaut à un crime de lèse-majesté. Malheur à qui ne danse de cadence avec lui. Ces fêtes mazarines, où brillent déjà les compositions de Jean-Baptiste Lully, répondent aux attentes d'un public avide d'ordre après des années de troubles. Elles créent un lien d'attachement à la personne du monarque et préfigurent son règne personnel. Dès 1656, lors d'une cavalcade, Louis choisit le soleil pour emblème avec cette devise prémonitoire « Ne più ne par, il n'en est de plus grand ni de pareil », qui sera remplacée ensuite par « Nec pluribus impar », à nul autre pareil. Cependant, le soleil de Louis XIV est quelque peu assombri par le conflit contre l'Espagne qui traîne en longueur et ravage toujours le nord du royaume. En 1648, l'Europe vit un tournant majeur avec la signature des traités de Westphalie. Ces accords, conclus entre la France alliée à la Suède et le Saint-Empire, marquent l'aboutissement de la guerre de 30 ans et consacrent indiscutablement la victoire française. Mazarin, en diplomate avisé, veille toutefois à ce que ces traités ne soient pas trop humiliants pour les vaincus, souciés de préserver la stabilité du continent. L'empereur abandonne ses prétentions sur les évêchés de Metz, Toul et Verdun, possession française depuis 1552. Il cède également les landgraviats de Haute et Basse-Alsace, excepté Strasbourg, Brisach sur la rive droite du Rhin, ainsi qu'un droit de garnison à Philippsbourg. La Suède, fidèle alliée de la France, obtient la Poméranie occidentale avec le port de Stettin, les seigneuries de Verden et de Brême complétées par une indemnité de guerre de 5 millions de thalers. Le Saint-Empire romain subit une profonde transformation. Les princes et États allemands acquièrent une large autonomie avec le droit de conclure des alliances et de faire la guerre à condition de ne pas s'opposer à l'Empire ou à l'Empereur. Ruiné et épuisé par la terrible guerre de 30 ans, le Saint-Empire n'est plus qu'une mosaïque féodale de 350 unités politiques sans véritable cohésion. Pour 2 siècles,
le centre de l'Europe devient une zone de faiblesse, ouverte à toutes les influences, notamment françaises. L'étau des Habsbourg autour de la France se dessert considérablement. Malgré cette victoire, la paix n'est pas complète. La guerre continue avec l'Espagne qui possède les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, et qui espère reconquérir ses places perdues en Artois. La France, affaiblie par la Fronde, a perdu plusieurs positions stratégiques. La Catalogne, qui s'était donnée à Louis XIII, les places de Dunkerque, Gravelines, Mardic et Furnes, mais également la garnison de Casale en Italie et les présides de Toscane. Le royaume reste menacé au nord par les Pays-Bas espagnols et au sud par l'Espagne elle-même. En juillet 1653, Turenne s'empare de Rethel et parvient à contenir l'avancée des troupes de Condé, qui, bien supérieures en nombre, tentent de marcher sur Paris. Louis XIV, jeune roi de 15 ans, tient à passer ses régiments en revue et se rend au camp de Saint-Algis, près de Marle. Enthousiasmé par l'action militaire, il reste 3 jours auprès de Turenne. Malgré les recommandations de son médecin, Antoine Vallot, qui s'inquiète de ses flux de ventre, le jeune monarque affirme préférer mourir que de manquer la moindre occasion où il y allait de sa gloire et du rétablissement de son état. En octobre de la même année, Louis XIV participe au siège de Sainte-Menou, aux côtés du maréchal de la Ferté-Senneterre. La place se rend le 25 novembre, après un siège durant lequel le roi fait preuve d'une remarquable endurance, malgré des conditions difficiles. L'année suivante, il assiste à l'ouverture de la tranchée devant Stenay avec le maréchal Faber et fait son entrée dans cette place 1 mois plus tard. C'était la dernière appartenant à Condé. Pendant ce temps, les Espagnols pénètrent en Artois et entament le siège d'Arras. Jean de Schulenberg, comte de Mondegeu, oppose une résistance énergique. Dans la nuit du 24 au 25 août, Turenne réussit à forcer les lignes espagnoles. Condé repousse une première fois l'assaut de Turenne, mais on ne peut empêcher la déroute des troupes espagnoles. Condé rejoint alors l'archiduc en retraite, dégage la route du nord en battant successivement les troupes du maréchal d'Auquincourt, puis celles de la Ferté-Senneterre. Les pertes espagnoles sont considérables sous les murs d'Arras. 2000 à 3000 hommes tués ou prisonniers, 64 pièces d'artillerie, 2000 chariots, 9000 chevaux, 600 tentes, sans compter la vaisselle d'argent des officiers et les bagages des soldats. Le 25 août, jour de la Saint-Louis, le roi entre dans la ville libérée. Cette victoire marque le début du déclin irrémédiable de la puissance espagnole. En juin 1655, l'armée française s'empare de Landrecies, une des principales villes du Hainaut. Louis XIV impressionne son entourage par son endurance. À la mi-août, pendant le siège de la place de Condé, un incident révèle la fierté du jeune roi. Des soldats français pris de panique abandonnent les étendards royaux que le prince de Condé, se souvenant qu'il est prince de sang français, fait renvoyer et écrivant qu'il n'avait pu supporter de voir les fleurs de lys aux mains des Espagnols. Louis XIV les retourne à leur expéditeur, avec un message plein d'ironie. C'était une chose si rare de voir les Espagnols battre les Français qu'il ne fallait pas, pour le peu que cela arrivait, leur enlever le plaisir d'en garder les marques. Après la prise de Condé et de Saint-Ghislain, la campagne de 1656 s'avère moins fructueuse. Turenne échoue devant Valenciennes en juin. En 1657, au siège de Cambrai, Condé démontre encore son génie militaire en forçant les défenses royales pour secourir la place avec 2000 cavaliers. Mais le génie militaire et la fougue de Condé ne faisaient que retarder l'échéance fatale. La guerre des sièges menace de s'éterniser. Et pour s'emparer de la Flandre maritime, une flotte est nécessaire. Mais la marine française, négligée depuis la mort de Richelieu, ne comporte plus que quelques vaisseaux vétustes. Mazarin, faute de moyens et surtout de volonté de relever cette flotte pour ne pas irriter les Anglais dont il cherche l'alliance, signe un premier traité de commerce avec Cromwell, à Westminster, le 3 novembre 1655. Le 23 mars 1657, un rapprochement militaire est négocié.
Cette convention, d'une durée d'1 an et limitée à la conquête de Dunkerque, Madrid et Gravelines, prévoit que la France fournisse 20 000 hommes et l'Angleterre 6 000 soldats, ainsi que l'escadre nécessaire au blocus naval. En contrepartie, Dunkerque et Mardyck, une fois conquises, seront remises aux Anglais. Ce traité suscite de vives réprobations en France, particulièrement dans le parti dévot, qui désapprouve l'alliance avec des régicides protestants. Mazarin, réaliste, estime que la paix justifie ce compromis après 22 ans d'épuisement contre la maison d'Autriche. Malgré des difficultés avec les Anglais, qui n'envoient que la moitié du contingent promis, Turenne parvient à s'emparer de Saint-Venant et de Mardyck. Pendant ce temps-là, à l'Est, la mort de l'empereur Ferdinand III à Vienne le 1er avril 1657 ouvre une période d'incertitude. La France ne peut rester indifférente à cette succession. Bien que la couronne impériale soit élective, la tradition veut qu'elle revienne aux Habsbourg. Le fils de Ferdinand, Léopold, roi de Hongrie, n'ayant pas été élu roi des Romains du vivant de son père, les électeurs doivent se prononcer sur sa candidature. Mazarin, craignant qu'il poursuive la politique anti-française paternelle, envisage un moment de présenter Louis XIV comme candidat à la couronne impériale. Il se rend à Metz avec le roi en septembre-octobre 1657, mais comprend vite la vanité d'une telle démarche face aux traditions du corps germanique. Il s'appuie sur les électeurs favorables à la France pour réduire la marge de manœuvre du candidat autrichien. Les députés des princes se réunissent à Francfort au printemps 1658, et Léopold doit ratifier une capitulation électorale et jurer de s'y conformer. Par cet accord du 18 juillet, il s'engage à ne pas soutenir militairement les ennemis de la France. Le même jour, il est élu empereur. Par précaution supplémentaire, Mazarin œuvre à la création d'une alliance défensive entre ses alliés germaniques. Cette Ligue du Rhin est signée à Francfort le 14 août par plusieurs princes et électeurs allemands, rejoints ensuite par la France et d'autres États. Si les Français y voient un instrument d'influence en Allemagne, les princes allemands la considèrent comme un moyen de tenir les Habsbourg à distance. Le traité d'alliance avec l'Angleterre est renouvelé en mars 1658. Fin mai, Turenne installe le siège sous les murs de Dunkerque, après avoir pris Cassel. L'opération est complexe, l'arrière-pays étant inondé, les Espagnols harcelant les lignes de ravitaillement françaises depuis leur place forte. Le roi s'installe à Calais avec sa mère et le cardinal, déterminé à assister au siège malgré les objections de Mazarin. Les 15 000 Français, appuyés par 6 000 soldats du Commonwealth anglais, assiègent Dunkerque. Dunkerque est la principale base de corsaires de l'Espagne, et ces corsaires infligent de lourds dégâts à la marine marchande anglaise. La ville est défendue par une garnison d'environ 3 000 hommes en mai 1658, tandis qu'une flotte anglaise de 18 navires sous le commandement d'Edward Montagu bloque le port et empêche tout ravitaillement ou renfort par la mer. Les Espagnols et leurs alliés sont pris par surprise. Ils sont convaincus que Turenne attaquera Cambrai et considèrent Dunkerque comme une simple diversion. Leur réaction est donc tardive et précipitée. L'approche de Dunkerque est rendue difficile par l'ouverture des écluses par les habitants qui inondent la région. Mais Turenne persiste et ouvre les tranchées dans la nuit du 4 au 5 juin. Une armée espagnole, commandée par Don Juan d'Autriche et forte d'environ 15 000 soldats, se met en marche pour lever le siège. Elle est divisée en 2 corps, l'armée espagnole de Flandre sur la droite et au centre, et un petit corps de rebelles français de la Fronde sur la gauche, sous le commandement de Condé. L'armée espagnole se compose de troupes espagnoles, allemandes et wallonnes, et comprend également une force de 2000 royalistes anglais et irlandais, destinés à former le royaume d'une armée en vue de l'invasion de l'Angleterre par Charles II. Le frère de ce dernier, Jacques, duc d'York, figure parmi les commandants de ce contingent envoyé pour secourir la ville. Turenne laisse environ 6 000 hommes pour maintenir le siège, puis avance à la rencontre de l'armée espagnole. La bataille qui s'ensuit, le 14 juin 1658, est connue sous le nom de bataille des Dunes.
car l'armée espagnole forme sa ligne sur une série de dunes ou collines de sable perpendiculaires à la mer. L'armée espagnole s'approche et campe sur une ligne de dunes au nord-est de Dunkerque. Turenne prend l'initiative et marche à sa rencontre pour l'attaquer le lendemain. L'armée française, forte d'environ 6000 fantassins, 8000 cavaliers et 10 canons, se déploie avec son aile gauche sur la mer et son aile droite sur le canal. Avant la marée basse, Turenne déploie ses troupes franco-anglaises en 2 lignes, avec la cavalerie sur chaque flanc. Sur l'aile gauche, 40 escadrons de cavalerie sont positionnés sur la plage. Turenne prévoit de profiter du reflux de la marée pour exposer l'aile droite espagnole à une attaque de sa cavalerie. Il place 5 canons sur l'aile droite, entre les dunes et la prairie, et 5 autres le long du rivage, à gauche. Les Anglais de Cromwell, sous le commandement du major-général Thomas Morgan et de William Lockhart, font face aux troupes espagnoles. Au centre se trouve l'infanterie française, les gardes, les Suisses et les régiments de Picardie et de Turenne, qui affrontent les Wallons et les Allemands. Sur l'aile droite, la cavalerie française, commandée par le duc de Créqui, affronte Condé. L'armée espagnole, avec 6000 fantassins et 9000 cavaliers, se forme en ligne, avec son aile droite sur la mer, s'étendant à travers les dunes jusqu'au canal de Furnes sur la gauche. Les tercios espagnols sont placés à la droite, sous le commandement de Don Juan. Les régiments royalistes anglais, sous le duc d'York, occupent le centre droit, les tercios wallons et allemands tiennent le centre, tandis que les frondeurs français et d'autres troupes sont sur la gauche. La cavalerie espagnole est déployée en ligne derrière l'infanterie, mais dans leur précipitation, les Espagnols ont laissé leur artillerie en arrière. Turenne ouvre la bataille par 4 ou 5 salves d'artillerie tirées de ses 2 batteries, qui ne rencontrent aucune opposition. L'aile droite espagnole est également harcelée par les tirs de plusieurs frégates et sloops de la flotte anglaise. L'armée franco-anglaise commence à avancer, et les troupes anglaises de Cromwell se lancent rapidement contre le tercio espagnol de Don Caspar Boniface, positionné sur une dune avancée. Les Anglais chargent et croisent les piques avec le tercio qu'ils repoussent au bas de la colline. En poursuivant, leur formation devient vulnérable. Jacques, le duc d'York, mène alors 2 charges de cavalerie contre le franc des troupes cromwelliennes, pénétrant jusqu'aux mousquetaires. De la cavalerie espagnole de réserve est envoyée en renfort, mais elle est à son tour vaincue par la cavalerie française du marquis de Castelnau. L'infanterie française, gardes, Suisses, régiments Picardie et de Turenne, avance sur le centre espagnol qui oppose peu de résistance. Turenne profite du retrait de la marée pour concentrer la majorité de sa cavalerie sur l'aile gauche, qui enveloppe alors l'aile droite espagnole. Condé, à gauche des lignes espagnoles, repousse d'abord les attaques de l'aile droite française, et lance même une contre-attaque. Il est désarçonné et manque d'être capturé, mais finit par se sortir de ce mauvais pas. Les Allemands et les Wallons du centre battent en retraite dès l'assaut de l'infanterie française, jetant la cavalerie espagnole de réserve dans la confusion et la fuite. Au total, la bataille dure environ 2 heures. Vers midi, Turenne remporte une victoire totale. Les forces espagnoles sont mises en déroute. Les Espagnols perdent environ 1200 hommes tués, 3000 blessés et quelques 5000 prisonniers. En face, les pertes françaises ne s'élèvent qu'à environ 400 morts, dont la moitié sont des Anglais. La poursuite française dure jusqu'à la nuit. Une unité de garde royaliste anglais résiste encore, ne se rendant qu'après avoir obtenu l'assurance qu'elle pourrait rejoindre Charles II à Ypres. Le corps français des frondeurs, placé à gauche sous le commandement de Condé, se retire lui en bon ordre. Le 23 juin, Dunkerque capitule. Louis XIV, respectant ses engagements, mais à contre-cœur, remet les clés de la ville aux Anglais. C'est en 1662 que Charles II, le roi d'Angleterre, revendra la ville à la France. Poursuivant sa campagne victorieuse, Turenne s'empare de nombreuses places. Bergues, Furnes, Dixmude en juillet, Gravelines en août, Audenarde et Ypres en septembre. Chassé des places maritimes, battu par les Portugais et menacé dans le Milanais,
les Espagnols n'ont plus d'autre choix que de négocier s'ils veulent éviter la perte de Bruxelles et la fin de leur présence dans les Pays-Bas. Au cœur de l'été 1658, alors que la campagne militaire bat son plein, le roi Louis XIV est frappé par une grave maladie à Mardic. L'insalubrité des lieux, la chaleur intense et l'odeur pestilentielle des marais ont raison de sa robuste constitution. Transporté à Calais le 1er juillet, il présente tous les symptômes de la scarlatine, maladie mortelle à l'époque. Fièvre pourprée, terrible migraine, éruption de taches et bouffissures. Ni lavement ni saignée n'améliorent son état. Le jeune roi alterne entre torpeur et agitation extrême, délire et convulsion. Mazarin, accablé, entrevoit la catastrophe qui ruinerait son œuvre et le royaume. Anne d'Autriche, bouleversée, songe à se retirer dans un couvent. Philippe d'Anjou, le cadet, n'est pas préparé pour monter sur le trône. La perspective d'un nouveau règne ouvre la porte à toutes les cabales. Des courtisans vont déjà présenter leurs compliments au futur roi, tandis que d'anciens frondeurs se réjouissent publiquement de la disparition imminente de Louis XIV. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'état du roi empire. Il entrevoit la mort avec une sérénité surprenante pour un jeune homme si plein de vie. Un conseil de 6 médecins propose finalement un remède audacieux. L'émétique, potion à base d'antimoine et de vin, considérée par certains comme un poison. Le traitement s'avère miraculeux. Après 22 purges, le mal s'arrête et la santé du roi se rétablit en quelques jours. À Paris, les processions publiques se multiplient en signe de reconnaissance. Cette grave maladie marque profondément le jeune roi et endurcit son caractère, lui révélant la fragilité de certaines fidélités humaines. Alors que le roi se remet de sa grave maladie, on assiste au dernier soubresaut de la Fronde. Alors que Gondi, le cardinal de Retz, organise une espèce de fronde des curés contre le pouvoir, d'autres nobles continuent à donner du souci au roi, comme le vice-amiral de Foucauld, le comte d'Harcourt ou encore le marquis d'Auquincourt. Tous finiront par rentrer dans le rang, moyennant finances ou promotion. Mais ces comportements féodaux qui persistent parmi l'aristocratie compliquent la restauration de l'autorité de l'État. Quand on fait le bilan de la Fronde, on constate qu'elle a généré un flot de misère. Près de 40 000 indigents, soit un Parisien sur 4, submergent la capitale. Les délits se multiplient et les honnêtes gens sont constamment importunés par des mendiants et des coupe-bourses. Un changement de mentalité s'opère. Les pauvres ne sont plus vus comme l'image du Christ souffrant, mais comme un scandale social, des feignants responsables de leur état que la société doit redresser. Sous la pression de la Compagnie du Saint-Sacrement, Anne d'Autriche et Mazarin créent l'Hôpital général par édit du 27 avril 1757. Cette institution administrative regroupe plusieurs établissements, dont la Salpêtrière, capable d'accueillir 6 000 personnes. On y loge sans distinction vieillards, infirmes, orphelins, prostituées et mendiants, soumis au travail obligatoire et à une stricte discipline. Une police privée, les archers des pauvres, opère des rafles dans Paris. L'oisiveté est pourchassée partout. Un édit royal menace les mendiants du fouet et les récidivistes de la galère. Cette période marque une étape importante dans l'évolution des sensibilités. La fin d'une sociabilité villageoise héritée du Moyen-Âge et l'avènement d'une société classique marquée par la rationalité. Dans les campagnes, certaines traditions festives, certaines coutumes, les charivaris, les joyeuses processions des confréries artisanales, les courses de taureaux, les joutes, les cérémonies burlesques, prisées de la jeunesse mais jugées bruyantes, désordonnées ou peu convenables, ont tendance à s'estomper ou à tomber dans l'oubli. La foi religieuse elle-même, sous l'influence de la contre-réforme, s'épure et s'affranchit des traditions païennes. Bientôt, l'arrivée dans les campagnes de nouvelles générations de prêtres mieux formés dans les séminaires, imprégnés d'un sens nouveau de l'autorité et du respect de la hiérarchie, que n'avaient pas les curés ignares et débraillés du début du siècle, modifiera les mentalités. Une nouvelle politique se met peu à peu en place, préparant le terrain à l'absolutisme Louis XIVien. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.